La gynécologue revient, elle arrive un peu survoltée et elle s'adresse aux sages-femmes de manière un peu virulente en leur disant « Mais enfin, elle aurait déjà dû pousser ». Je suis un peu dans le gaz, mais je comprends qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas, ça communique pas. J'entends qu'on s'excite un peu autour de moi, je me dis « Ok, il y a potentiellement quelque chose qui va pas ». La continuité d'une relation amoureuse, on a le projet d'avoir un bébé. Il s'avère que je tombe enceinte de suite. Et du coup, je donne naissance à un petit garçon le 24 juin 2017. Et c'est là où ma vie va prendre un tournant complètement différent. Ça commence la veille de l'accouchement, c'est-à-dire que j'ai un dernier rendez-vous gynéco ce jour-là, en matinée. Et donc, je me rends chez ma gynécologue qui m'explique que si je pouvais accoucher le lendemain, c'est-à-dire un samedi, ça l'arrangerait bien puisqu'elle est en garde ce week-end-là. Et donc elle m'ausculte et elle me fait mal. Mais je sais pas exactement ce qu'elle me fait. Je sais qu'elle me fait mal. Et je comprendrai plus tard en fait qu'elle me décolle les membranes pour activer un peu le travail. Alors faut savoir que mon travail est pas du tout mis en route. Mon col n'a pas bougé, enfin vraiment physiquement moi j'y suis pas. Je suis ses conseils qui sont que il faut que je marche au maximum pour que le bébé puisse vraiment descendre de manière efficace dans le bassin. Je m'exécute, je fais absolument tout ce qu'elle me dit et je marche toute la journée. Je crois que je fais des kilomètres avec mon gros ventre, j'ai 24 kilos en plus, enfin c'est pas facile mais je le fais en me disant que ça va porter ses fruits. La journée se termine, il est 22 heures, je me pose, je m'assieds dans mon lit, je sens une pression dans le bas de mon ventre, et ben je percute que je perds les os. On arrive à la maternité, il doit être 22h30. J'arrive, je ne suis pas stressée, c'est cool. Il me pose le monito et là, je pense que tout est psychologique. À partir du moment où le monito est posé, je commence à avoir des contractions, genre toutes les minutes, ça ne s'arrête plus. Le temps avance, mon travail par contre n'avance pas. Donc ça dure comme ça pendant des heures, on stagne avec un col qui ne bouge pour ainsi dire pas. On avance dans la nuit, forcément, on fatigue. Les sages-femmes décident de me masser le col à chaque contraction. Alors c'est une horreur littéralement, quand on vous touche, que vous avez une contraction et qu'on vient chipoter comme ça votre col, enfin c'est ignoble, mais toujours persuadé que c'est ce qu'il faut faire, on continue et on accepte et on le fait. Faut savoir que quand on masse un col comme ça, il y a quand même, c'est sanguinolent, C'est sanguinolent, j'ai fini en anémie, et tu le sens, je veux dire, tu t'affaiblis au fil du temps. Et donc, cette situation dure pendant plusieurs heures. Mon col ne se dilatera jamais à 10 centimètres. Je pense qu'on reste bloqué, si mes souvenirs sont bons, sur à peu près 7 centimètres. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la gynécologue, elle est pas là. Les sages-femmes, elles appellent que quand vraiment il y a besoin du médecin. Il est à peu près 7 heures du matin. Donc, pour rappel, je suis là depuis 22h30. Je crie un peu au secours, et je demande aux sages-femmes. Je dis là vraiment, oui, vous allez me chercher la gynécologue parce que je suis en train de mourir. Je perds le fil du contrôle de mes contractions que j'avais pourtant jusque-là. Mais là, c'est trop long, je suis fatiguée, je suis au bout de ce que je peux donner vraiment. Elle arrive, du coup, à 7 heures du matin, elle me regarde, elle me dit « Mais non, madame, vous n'allez pas mourir, ça va aller. On a encore un petit peu le temps. » Je peux rien répondre à ça, et je fais de nouveau ce qu'on me dit, donc elle demande aux sages-femmes de continuer à masser le col, donc c'est ce qu'on fait encore pendant environ 1 heure. La gynécologue revient, elle arrive un peu survoltée et elle s'adresse aux sages-femmes qui étaient 2, si je me souviens bien, de manière un peu virulente en leur disant « Mais enfin, elle aurait déjà dû pousser ». Je suis un peu dans le gaz, mais je comprends qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas, ça communique pas. J'entends qu'on s'excite un peu autour de moi, je me dis ok, il y a potentiellement quelque chose qui va pas. Du coup là, on me repose un monito, elle prend un écho externe. Pendant qu'elle est entre mes jambes, elle a aussi l'échographie sur mon ventre. On s'adresse jamais à moi, toujours en s'adressant aux sages-femmes. J'entends qu'elle dit que le cœur du bébé il est en détresse et qu'il faudrait s'accélérer. Et donc elle me dit on va pousser. Je pousse pendant 1 heure. Alors déjà là, je pousse, moi j'ai jamais poussé de ma vie, j'ai jamais eu de bébé de ma vie, je ne sais pas comment on pousse concrètement. Et donc je pousse, et je me rends compte effectivement que je pousse un peu par la tête, et elle me dit mais enfin madame, ça n'est pas comme ça qu'on pousse, je vais aller mettre mes doigts, vous éjectez mes doigts, qu'elle me dit. Bah d'accord, enfin je veux dire, je suis là à l'agonie, j'ai pas le choix que d'écouter ce elle me demande de faire. J'essaye effectivement d'éjecter ses doigts. En vain. Je les entends toujours autour de moi s'exciter un petit peu en disant que le cœur du bébé est beaucoup trop lent. Elle me dit « Madame, je mets les forceps ». C'est des pinces qui se mettent arquées comme ça, on les passe une à la fois, et puis ça fait comme une pince, et on vient tirer le bébé par le crâne. Je n'ai plus la sensation de douleur, malgré le fait que j'ai pas de péridurale, pas d'anesthésie, rien du tout. T'as vraiment ton cerveau qui se met en off,
tu fais abstraction de la douleur, mais t'as la sensation. C'est-à-dire que je sens qu'elle rentre les forceps, j'ai pas mal, le bébé sort, je sens rien. Enfin, je sens qu'il passe, mais j'ai pas mal. Et donc le bébé sort, j'entends qu'il ne pleure pas, et je comprends tout de suite, elles me le montrent et elles s'en vont. Elles me disent, voilà, on va s'occuper de lui. Pendant qu'on s'occupe de lui, on va s'occuper de vous. D'accord. Donc mon bébé il va partir 1 heure et demie, à peu près. J'ai pas de nouvelles, hein. On ne vient absolument rien m'expliquer. Je ne sais pas ce qu'il en est. Et en même temps, j'ai un petit peu une seconde vie parce qu'il est là. Il est là, donc tu sais, dans ton esprit, dans des moments pareils, tu essayes de voir le positif et tu te dis, ok, il est là, ça va aller. Et donc, pendant ce temps-là, la gynécologue me dit qu'elle va s'occuper de moi. Je ne réalise pas ce qui s'est passé au niveau des forceps, etc. Elle me dit, pendant que votre bébé n'est pas là, je vais vous recoudre. Donc là, je me dis, ok, il s'est passé des trucs. Elle me dit, par contre, madame, j'ai visé un peu court pour l'épisio. Hein. Déjà, je suis ravie d'apprendre qu'elle m'a fait une épisiotomie. Bien que on était dans le... Enfin, il n'y a pas de dialogue et je trouve ça tellement pas normal. Et quand elle me dit ça, je me dis, ok, relativisons. Ça implique des séquelles, autant physiques que psychologiques. Encore maintenant, dès qu'il y a un élément qui m'y fait penser, je cauchemarde que je suis en train d'accoucher. Enfin, c'est une horreur, une boucherie. Et c'est pas fini parce que quand elle m'explique qu'elle va me recoudre, il y a toujours pas d'anesthésiant, il y a toujours pas de péridurale. Et donc, elle m'explique qu'elle va faire une injection locale. Elle attend quelques minutes. Et puis, elle touche la zone pour voir si si la zone est bien endormie. Ça ne s'endort pas. Elle refait une deuxième injection. Ça ne s'endort toujours pas. Mais je finis par lui dire, écoutez, allez-y. On va pas rester là pendant un siècle. Alors que, flûte, il y a un moment donné, si elle trouve pas la solution, moi, j'en ai pas non plus. Et il faut à un moment donné qu'on arrête ça, parce que je suis au bout du truc. J'ai donné ce que je pouvais donner. Stop. Et pendant ce temps-là, on ajoute que j'ai toujours pas de nouvelles de mon bébé. Et donc elle me dit qu'elle a visé un petit peu court. Elle me dit, je vous ai déchiré à l'intérieur, à l'extérieur, mais ça va aller. On va refaire ça correctement, quoi. Donc ça se trame, hein, et je suis un peu en stand-by. J'attends juste mon bébé. Et elle termine. Du coup, j'ai récupéré mon bébé quand moi je suis remontée en salle de réveil. Du coup, mon séjour à la maternité, moi je suis restée 1 jour de plus parce que mon bébé n'était pas en forme. Il avait des infections sanguines. Il y avait un liquide méconial, hein. Donc un liquide méconial, c'est quand le bébé va à selle dans ses os. Et ça, il y avait eu aussi un peu de négligence parce que je lui avais dit que mon bébé, ça faisait des semaines, il avait le hoquet dans le ventre. Et je suis pas docteur, mais pour moi, un bébé qui a le hoquet, ça veut dire qu'il ingurgite. S'il ingurgite, forcément, ça va faire son trajet et il va devoir expulser tout ça. Donc là, déjà, je pense qu'on aurait peut-être pu anticiper ça aussi. Donc on reste 1 jour de plus. Le petit, il a des prises de sang les premiers jours, super régulières dans ses petites mains, enfin pour vérifier un peu tout ça. Il a une petite jaunisse aussi, mais antibiotique et il se il a une petite jaunisse aussi, mais antibiotique et il se retape relativement vite. Après, j'avais le souhait d'allaiter, mais il est tellement faible qu'il a vraiment du mal à prendre le sein. J'ai pas été accompagnée. Du coup, pour mettre ce bébé au sein, c'est ma maman qui m'a aidée. J'ai tiré mon colostrum, je l'ai mis dans une petite cuillère et je lui ai mis dans sa bouche les premières fois, histoire qu'il prenne un peu de force, mais un peu comme tout le reste, on te laisse un peu te débrouiller par toi-même et c'est grâce aux gens qui t'entourent que tu arrives à faire quelque chose. Donc le premier bain qu'on donne à la maternité, j'ai pas pu le faire, c'est ma maman qui l'a fait parce que pour moi c'était impossible de rester debout. À ce moment-là, je me dis que c'est normal. Quand ils viennent faire tes soins, parce qu'ils sont venus quand même, enfin, tes soins c'est un bien grand mot, ils viennent quand même vérifier tes cicatrices. Il y a rien vraiment d'exceptionnel. On te désinfecte. T'as beau exprimer que t'as mal, ils te disent un peu ce que je suis en train de dire, c'est normal. Après, j'étais pas sûre non plus qu'il y avait un problème. Je connais pas les sensations, donc pour moi, c'est normal et ça va passer. Je veux dire, d'une femme à l'autre, je pense que ça varie. Et c'est moi, au fil du temps, qui me rends compte que j'ai du mal à m'asseoir. C'est vraiment localisé sur mon vagin. Hein. C'est vraiment localisé sur mon vagin. Aller aux toilettes, c'est compliqué. S'essuyer, c'est compliqué. Les rapports, on oublie. C'est une rupture. Je me dis, non, il y a un problème. On est plus d'1 an après. Hein. Je vais aller revoir ma gynéco, celle qui a mis mon fils au monde. Peut-être qu'elle va trouver une explication à ça. Donc, elle m'ausculte et elle se rend compte que la cicatrice d'épisio, elle est complètement fibrosée. C'est-à-dire que les tissus sont tout durs. Ils comparent ça à des tissus morts. C'est vraiment des tissus qui ne reviendront plus à eux. Et donc, je suis un peu naïve et je lui demande quelle pourrait être la solution. Des crèmes, je sais pas, tu sais, pour
pour assouplir les tissus, quoi. Moi, j'imagine ça. Et puis elle me dit, non, non, faut opérer ça, madame. Elle me dit, faut faire une reprise d'épisiotomie. Donc, on va retirer les tissus qui sont fibrosés. Et puis, ça va se refaire. Et un peu comme une fleur, hein, ça fleurit et on n'en parle plus, quoi. Du coup, je demande quand même, tiens, qu'est-ce qui aurait pu provoquer une réaction comme ça, que ça cicatrise relativement mal. Elle me dit que potentiellement, ça serait une allergie aux sutures. Ok, donc elle me dit qu'elle suturera avec d'autres sutures quand elle opérera. Je me suis opérée à 6 jours. Le samedi, je me rends compte qu'il y a un problème. Je me lève, je sais pas rester debout. Je me dis, ok, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et j'ai mal, mais c'est vraiment horrible. Je suis un peu larguée parce que j'ai peur. J'ai peur de ce que je risque de voir. Et en même temps, je suis incapable d'aller regarder entre mes jambes juste parce que je sais pas, enfin je saurais pas le faire moi-même en fait. Et donc je demande à mon compagnon qui tourne vite de l'œil, mais je lui dis écoute là j'ai besoin de toi, il faut que tu regardes ce qui se passe parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Ben il regarde, je vois sa tête tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas et il me dit il faut aller aux urgences parce que je pense que tes fils ils ont sauté. Donc j'arrive au guichet, je lui explique que le lundi précédent je me suis fait opérer par le docteur Intel qui a fait une reprise d'épisiotomie et je leur dis je pense qu'il y a un problème. La gynécologue de garde arrive, elle me demande de rentrer dans une salle, il y avait du plâtre partout. Elle dépose ses affaires à côté de la table, elle met des gants, elle me dit allez-y montez sur la table. Ok, je monte sur la table, enfin c'est mon compagnon qui me met sur la table et je la regarde et je suis bête, hein. Enfin je suis complètement naïve et je sais pas ce qui m'arrive et je lui dis mais il y a pas d'étrier sur la table, comment on va faire? Elle me dit, vous prenez vos bras, vous les passez en dessous de vos cuisses et vous tirez vos jambes vers vous. Je le fais et donc elle regarde, aucun tact. Ça, je perds quand même un peu patience parce que je me dis vraiment qu'il y a un truc qui va pas. Elle me regarde et me dit, ah ben oui madame, vos fils ils ont sauté, hein. Mais on peut plus resuturer, ça fait trop longtemps que les tissus sont à vif, il faut enlever les fils, qu'elle me dit. Elle prend son petit scalpel et sa petite boîte, tu sais quand les gens sont malades. Et elle commence, paf, 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 elle m'enlève mes fils à vif comme ça. Et je tiens mes jambes. Et j'attends que ça se passe. Elle termine ça, elle désinfecte. Elle me dit, c'est bon, mettez-vous debout. Je l'écoute, hein. Je me mets debout. Et je la regarde et je lui dis, mais moi lundi je travaille, comment je vais faire? Marcher les jambes serrées, ça va aller madame. Je regarde mon compagnon, je lui dis, on s'en va. Là, c'était trop, on s'en va. On est samedi, je laisse passer le dimanche. Le lundi, je vois mon médecin traitant qui me dit, oh là là, c'est un carnage. Et c'est infecté, et on t'a pas donné d'antibiotiques? Ben non. Je vais te traiter. Elle me dit par contre, on n'a plus de possibilité de suture, donc il va falloir que ça cicatrise en seconde intention. Donc les mois passent. Je change de gynécologue. C'est un homme cette fois. J'ai pas mal de bons échos le concernant. Et donc il constate les dégâts. Alors il faut savoir que ça s'est empiré. C'est-à-dire que maintenant on n'est plus sur quelque chose d'uniquement vulvaire, mais mon vagin est devenu adhérent à mon rectum. C'est une catastrophe. Les tissus sont fibrosés de partout, tout a fait un amas de tissus fibrosés, c'est comme si j'avais une corde de marin en guise de vagin. Donc là je comprends que de nouveau va falloir repartir dans des actes chirurgicaux, mais ce médecin me promet qu'il va tout faire pour me remettre sur mes pieds et refaire, je me souviendrai toujours de ses propos, de refaire de moi une femme. Et pourtant c'est un monsieur qui a un certain âge, donc qui a quand même de la bouteille. Il me dit même si j'ai jamais vu ça, on va tout faire pour que ça se passe bien, quoi. Je me fais opérer l'année d'après, cette fois-ci d'une plastie vulvo-vaginale. Quand il a eu terminé l'intervention, donc en temps réel, il m'explique vulvo-vaginale. Quand il a eu terminé l'intervention, donc en temps réel, il m'expliquait ce qu'il faisait, voilà. Alors là, le dilemme, c'est d'aller décoller ton vagin du rectum, parce qu'il m'explique, si je touche ton rectum, forcément, on va avoir un problème. Le but, c'était pas de finir avec une poche. L'opération se passe bien. À la fin de l'intervention, il vient me montrer ce qu'il a retiré. Et en fait, c'est vraiment la partie inférieure du vagin. Ça me fait penser à des petits steaks trop cuits. C'est vraiment, tu vois que c'est tout dur. Et donc, je comprends du coup pourquoi ça faisait si mal. Enfin, je veux dire, c'est des tissus qui ne bougent plus, qui sont là, qui sont douloureux. Lui, par contre, par prudence, décide de ne pas suturer, mais il décide de cautériser. Alors, quand tu te réveilles d'une cautérisation vaginale, je peux te dire que je me suis réveillée, j'ai commencé à pleurer. Tu te consumes de l'intérieur littéralement. T'as l'impression de prendre feu de l'intérieur. Et tu te lèves et alors, tu sais, tu bouges un petit peu comme ça pour essayer de te soulager, mais une horreur. Donc là, tu prends du tramadol
pendant plusieurs semaines et tu attends que ça cicatrise bien gentiment. Et entre-temps, étant donné qu'il m'était arrivé tellement d'éléments peu probables, que j'ai décidé de me procurer mon dossier médical et de voir un peu ce qui s'était tramé avant, pendant l'accouchement, la première plastie. Et je vois, noir sur blanc, il est marqué noir sur blanc. Donc on supposait une allergie aux sutures au moment de l'épisiotomie de l'accouchement. Et je vois que quand elle a repris cette fameuse épisiotomie, elle suture avec les fils auxquels j'étais potentiellement allergique. Et du coup, il s'avère que c'est avéré, je suis allergique. Elle est allée suturer avec les mêmes fils. Pourquoi? Tout simplement parce que cette dame n'a probablement pas relu son rapport avant d'opérer. Quand je reprends le sport, je me rends compte que j'ai mal au bassin. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai mal au bassin. Je me dis, réagissons relativement vite. Va voir un rhumatologue. Je sais pas pourquoi je me dis, je prends le premier truc qui me passe par la tête qui pourrait correspondre. Je me dis peut-être qu'il y a de l'arthrose, j'en sais rien. Ça avait tellement été malmené que je sais pas trop. Et donc je rencontre un rhumato super sympa qui m'ausculte et qui me dit ça ressemble quand même à un conflit acétabulaire de la hanche droite. C'est le cartilage de la tête du col du fémur qui est impacté et qui est fissuré. Et donc il m'envoie chez un orthopédiste, pas n'importe lequel, et je rencontre ce monsieur qui me dit on va faire un arthroscanner pour voir un petit peu si on confirme ou pas le diagnostic. Un arthroscanner, c'est une injection d'un produit contraste dans l'articulation. Donc ça se fait en champ stérile. C'est pas très agréable. Puis après, tu sais plus conduire, t'as du mal à marcher. Enfin, c'est compliqué. Le résultat de cet arthroscanner, il sera favorable à un conflit acétabulaire de la hanche droite. J'ai 26 ans. Et donc, il n'y a pas de miracle pour ces soucis-là. Ben, on opère. Donc je me ferai opérer de ma première arthroscopie en mai 2020. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu non plus. On patiente un petit peu, à peu près un an et quelques mois. Et cette hanche, elle est toujours pire. Donc juillet 2021, je subis ma deuxième arthroscopie de la hanche droite. Sauf que je suis allergique aux sutures, je le sais. Après, on accumule, je suis fatiguée, j'ai toujours plus de mal à me remettre des interventions parce que ça commence à faire long. Ça fait 5 ans et je suis toujours pas sur mes deux pieds. Alors là, ma hanche évolue pas très bien non plus. Je garde des douleurs quotidiennes et surtout, il y a plein de choses que je commence à plus savoir faire. Je ne sais plus m'abaisser, mettre mes chaussures. Ce mouvement de levier qu'on fait quand on met une chaussure, j'arrive pas. Ben, m'habiller, c'est compliqué. Vraiment, ça commence à être chaud et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Je commence à avoir mal au dos aussi. Je commence à avoir mal à l'autre hanche. La gauche, du coup, elle est surchargée parce que la droite n'est pas en forme. Je continue quand même un peu comme ça. On décide quand même de traîner un peu les choses parce que là, on est quand même sur l'hypothèse. Potentiellement, on réfléchit à mettre une prothèse. Sauf qu'à mon âge, ben, ils sont pas pour, hein. Et je comprends parce qu'une fois qu'elle est mise, les prothèses, elles ont des durées de vie. Si ça vient se luxer ou quoi ou qu'est-ce, il y a un moment donné, si j'atteins le maximum des durées de vie des prothèses, ben, il y aura plus de recours. Enfin, on fore quand même dans l'os, etc. Donc, on essaie quand même de maintenir cette hanche comme elle est. Là, je reprends le boulot et puis je m'arrête quelques semaines après. Je dis là, moi, c'est plus possible. C'est plus possible. Physiquement, j'y arrive plus. Et donc là, on met en arrêt. Donc, on est en 2021. C'est pas prêt, à mon avis, de s'arranger. Sauf que début d'année, on continue toujours à chercher un peu ce qui se trame puisque je perds beaucoup en mobilité. C'est handicapant. Je réalise une EMG. Donc là, on vérifie un peu ce qui se trame dans mes membres inférieurs. Et donc, on trouvera que j'ai des atteintes radiculaires au niveau des lombaires. Donc, c'est-à-dire que j'ai des nerfs qui sont compressés au niveau des racines des lombaires. Alors, je dois encore voir un neurologue puisque les investigations ne sont pas terminées. J'ai de petits soucis au niveau du dos, mais qui sont tous reliés à tout ce qui s'est passé, puisqu'en fait, quand j'ai accouché, les forceps, le mouvement des forceps, en fait, on m'a démis le bassin. Donc, ma symphyse pubienne qui relie tes deux ailes de bassin, ben, elle s'est distendue. Alors, aujourd'hui, comment je me sens? Ben, physiquement, c'est toujours plus compliqué, hein. Je veux dire, si j'avais su, j'aurais rien fait. J'aurais rien fait et ça serait resté comme c'était. Et il y aurait pas eu autant de péripéties après et du coup de séquelles. Parce que c'est des trucs qui sont irrécupérables. Je veux dire, on n'a pas d'issue. À part traiter les problèmes qui arrivent par la suite, donc les dommages collatéraux, on n'a plus de solution. Je veux dire, la prochaine étape, ça va être les prothèses pour les hanches, et il va falloir fonctionner comme ça. Psychologiquement. Extérieur. La vie est meilleure à l'extérieur. Maintenant, nouvelle collection. Il va falloir fonctionner comme ça. Psychologiquement,
Ah, ça, c'est le plus dur, je pense, au final. C'est le plus dur parce que il faut vivre avec ça, il faut surtout l'accepter. Alors, c'est impossible, hein. Moi, j'accepterai jamais ce qui m'est arrivé. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai dû travailler sur moi, hein, donc je vois toujours une psychologue parce qu'il y a quand même des troubles associés, il y a des angoisses. J'ai cru mourir. Je veux dire, je vois la mort un peu partout. Je suis même un petit peu parano, hein. C'est bête, mais voilà. Il y a des cauchemars qui sont hyper réguliers. Dès qu'il y a un petit élément qui me fait penser à ça, tout de suite dans ma tête c'est compliqué. Il y a des troubles dissociatifs, c'est-à-dire que mon corps n'est plus mon corps. Et mon corps, enfin je suis moi, mais mon corps c'est mon enveloppe charnelle, mais elle fait plus partie de moi. Donc c'est compliqué aussi parce que j'en veux beaucoup à mon corps, alors que au final il a rien à voir là-dedans. Mais moi je vois cet aspect où mon corps n'a pas supporté. Ça c'est compliqué. Au niveau de mon anatomie, il y a quand même des choses qui ont changé. C'est-à-dire que, par exemple, mon méa urinaire, il est plus à la même place. Donc, il a fallu que je m'adapte à ça. Quand tu vas faire pipi au début, j'ai fait pipi à côté, moi. Vraiment. Donc, ça, il a fallu que je m'y habitue. Maintenant, je vis avec, hein. Je vis avec. Maintenant, si je peux éviter tout ce qui peut m'apporter des petits tracas, bien sûr, j'évite, hein. Mais ça va. Je vais dire, la situation a été pas mal corrigée. Et de toute façon, il nous restait une solution si ça ne fonctionnait pas. On avait parlé de greffe, mais je ne veux plus qu'on touche. C'est terminé. Je ne veux plus qu'on me touche. Même si on peut avoir mieux, je préfère rester sur quelque chose que je connais maintenant que de nouveau chambouler tout. Alors évidemment, parce qu'on m'a posé aussi la question, je ne referai plus de bébé. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera plus. Je pourrais, mon utérus est en pleine forme, mais physiquement, ça serait du suicide. Hein. Ça serait du suicide. Donc ça aussi, il a fallu l'accepter, même si j'en voulais pas forcément un deuxième. Je me suis dit, flûte, c'est dommage. Mais bon, voilà, on est en forme, ou plus ou moins, donc c'est quand même le plus important. Tu vis avec toutes ces séquelles, et ta vie est régie par tout ça, puisque à cause de tout ça, il y a plein de choses que tu ne fais plus, et donc tu ne vis plus comme... tu n'es plus la personne que tu étais avant. Moi, je ne suis plus la personne que j'étais, et je la retrouverai probablement plus jamais. L'optique que j'ai dans mon témoignage, c'est beaucoup plus de la prévention. Parce que j'estime qu'il n'y a pas une femme sur Terre, atroce peut-elle être, hein, qui a le droit de vivre un truc pareil. Ça doit pas arriver. Ça doit pas arriver. C'est inconcevable. On touche à tous les aspects de ta vie, hein, vraiment tout. Le principal, à mon sens, c'est ta vie de maman, quoi. Moi, on me l'a enlevé, on me l'a volé, et je la récupérerai jamais. Et je suis pas d'accord avec ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ose en parler, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se terrent dans la pudeur, qui sont gênées. Mais c'est le médecin en face qui devrait être gêné. Il faut jamais douter de soi. Et que quand on a une hésitation, en réalité, il faut l'écouter et pas la mettre de côté parce qu'on se pense moins compétent que nos médecins. Parce que qui mieux que nous pour connaître notre corps? En fait, même le médecin qui a fait 10 ans d'études, il peut pas savoir ce qui se passe mieux que toi chez toi.